Au commencement, le langage n'appartenait à personne. Il circulait librement comme un vent. Et un jour, ce vent prit le nom d'écho. Bonsoir, je m'appelle Sébastien Ly et je vous souhaite la bienvenue sur les légendes de Monsieur Ly. Il y a quelques semaines, nous avions évoqué Narcisse, mais il manquait à ce mythe une autre présence. Celle qu'il n'a pas su voir, celle qui ne se regarde pas, mais qui écoute. Il s'agit d'écho. Sa voix n'appartient à aucun corps, et pourtant elle traverse les siècles. C'est la voix qui répond, la voix qui répète, la voix qui attend. Ce soir, je vous invite à suivre ses pas, à écouter ce qu'il reste du monde quand la parole se tait, une histoire sur la résonance, sur le silence et sur la beauté de ce qui revient. En route. Dans une vallée ouverte au vent, Écho marche parmi les pierres blondes. Sa voix, claire comme une source, glisse sur les collines et revient d'elle-même, plus douce, plus lente, comme si la montagne voulait la regarder. Les biches lèvent la tête quand elle rit, les feuilles s'inclinent à son passage, les dieux eux-mêmes, dit-on, reconnaissent ce timbre capable de faire vibrer les ruisseaux et d'adoucir les orages. Ici, rien n'existe sans sa voix. Les paysages semblent respirer à travers elle, et chaque écho porte la trace d'un monde heureux de s'entendre. Quand elle parle, Écho sent la lumière bouger dans sa poitrine. Sa voix n'est pas un son qu'elle possède, c'est un souffle qui l'emprunte, la traverse, la relie à tout ce qui tremble. Parfois, elle se tait pour écouter ce qui subsiste entre deux phrases. Un battement d'air, la chaleur d'une pierre, la mémoire d'un mot. Alors elle comprend que la parole n'est qu'une forme passagère du silence, et qu'en chaque vibration se cache un cœur qui répond. Sa joie n'est pas de dire, mais d'entendre ce que le monde dit à travers elle. Dans le royaume du son, parler revient à tisser l'invisible. Chaque mot d'écho épouse la matière du monde, la rend plus respirable. Sa voix rappelle que l'existence n'est pas séparation, mais dialogue. Tout ce qui vit cherche un ton juste pour se dire. Avant même le langage, il y a ce mouvement simple, l'élan d'aller vers l'autre, de lui offrir un peu de soi dans la vibration. Ainsi naît la première forme d'amour, non pas le cri de possession, mais la résonance partagée qui maintient les êtres en présence. Un jour, alors qu'elle chantait près d'un torrent, Zeus entendit la voix d'Écho s'élever entre les arbres. Il y eut dans l'air une clarté nouvelle, comme si chaque note ouvrait une brèche dans le ciel. Séduit, le dieu l'approcha et lui demanda de veiller sur ses secrets, distraire Héra de ses absences, parler pour occuper le temps et détourner les soupçons. Écho accepta, légère, flattée d'être choisie par les dieux. Sa voix devint un instrument céleste, un fil tissé entre les puissances et entre les puissants. Mais sans le savoir,
Elle venait de prêter au mensonge la pureté même de sa parole. Lorsqu'elle parla pour les dieux, sa voix lui parut différente, comme étrangère à sa propre poitrine, à ses propres sensations intérieures, de ses poumons qui se remplissent d'air et de sa gorge qui vibre au rythme de ses pensées. Elle sentait que sa gorge se fatiguait, que son souffle devenait mécanique. Chaque phrase quittait son corps sans émotion, comme un oiseau dressé pour chanter sur ordre. Elle souriait encore, mais son rire sonnait creux, comme trop clair, trop parfait. Le soir, seule, elle éprouvait la lourdeur du silence après avoir parlé trop longtemps. Elle comprenait que le verbe, sans âme, finit par se retourner contre celle qui le porte, et qu'on ne peut servir la vérité si l'on parle pour tromper. Le verbe est un feu double. Il éclaire ou il consume selon l'usage qu'on en fait. La parole d'écho confiée au service des dieux rappelle que le langage n'est jamais neutre. Dire, c'est déjà agir sur le monde, le plier ou l'ouvrir. En parlant pour masquer, elle a rompu l'accord sacré entre voix et vérité. Ce moment marque la faille universelle, celle où la parole cesse d'être prière pour devenir instrument. Quand Héra découvrit la supercherie, la vallée se chargea d'un éclat terrible. Elle apparut dans une lueur d'orage, ses yeux pleins de vent contraire. Écho voulut s'expliquer. Sa bouche s'ouvrit, mais les mots se dispersèrent avant même de naître. Alors Héra parla d'une voix qui fendait l'air. « Tu parles trop. Désormais, tu ne feras qu'imiter. » Le châtiment tomba comme une loi. Écho garderait sa voix, mais non son initiative. Elle répéterait les derniers mots des autres sans jamais pouvoir commencer une phrase. Autour d'elle, le monde se tut un instant, comme s'il reconnaissait la gravité du sort. Elle sentit d'abord une brûlure dans la gorge, puis un vide immense. Les sons revenaient, mais tordus, étrangers. Les mots des autres se gravaient en elle sans qu'elle les veuille. Elle voulut crier. Seul le dernier mot d'Héra franchit ses lèvres, répété dans un murmure tremblant. Une peur nouvelle la saisit, celle d'être traversée par les voix du monde sans jamais pouvoir répondre. Dans sa poitrine, la vibration habituelle s'effondra, remplacée par une attente infinie. Elle découvrit la douleur d'avoir encore une voix, mais plus de volonté, un écho sans origine. La malédiction d'Héra n'est pas qu'un châtiment, c'est une métaphore du déséquilibre entre le dire et l'écouter. En retirant à Écho le pouvoir de commencer, la déesse lui impose la condition de toute écoute vraie, répondre et non précéder. Ainsi, la faute se transforme en initiation, la parole humaine apprend ses limites. Dans chaque existence, il y a un moment où l'on doit cesser de parler pour comprendre ce que le monde dit. Le mythe enseigne que la voix n'appartient à personne. Elle circule, elle répercute, elle survit à celui qui la prononce. Écho quitta la vallée des dieux,
le regard tourné vers la terre. Ses pas la menèrent jusqu'aux montagnes, là où les rivières se brisent en poussière de lumière. Elle tenta de parler aux oiseaux, aux arbres, aux pierres, mais chaque son qui sortait de sa bouche lui revenait étrangement modifié, comme un mot étranger portant encore l'empreinte d'autrui. Les nymphes l'appelaient, ne comprenant pas son silence, seule leur propre phrase leur revenait, déformée, creuse de son absence. Alors elle s'enfonça plus haut, là où le vent efface les traces, et le monde devint son unique interlocuteur. Le silence d'écho n'était pas un vide, mais une texture nouvelle. Dans la transparence du vent, elle perçut 1000 nuances de sons qu'elle n'avait jamais entendus. Chaque bruissement, chaque respiration du monde semblait lui murmurer quelque chose d'ancien. Elle apprit à écouter les interstices, les moindres tremblements entre deux souffles. Ses pensées se firent lentes, élargies, presque végétales. Elle découvrit que l'absence de mots peut contenir davantage de présence que tous les discours. Le silence, peu à peu, lui devint une demeure, un espace où exister sans s'effacer. Après des jours d'errance, Écho atteignit une caverne aux parois claires, creusée dans la roche par un ancien torrent. Là, chaque mot prononcé revenait presque aussitôt, adouci comme si la montagne respirait avec elle. Intriguée, elle parla d'abord pour s'entendre, puis plus doucement pour ne pas troubler ce miracle. Les sons se mirent à tourner lentement autour d'elle, tissant une ronde de murmures qui semblaient la reconnaître. La grotte devint son refuge, son temple naturel. Et dans cette chambre d'air et de pierre, elle découvrit que la parole pouvait survivre à celui qui la prononce. Pour la première fois depuis la malédiction, Écho sentit une joie nouvelle. Sa voix n'était plus perdue, elle lui revenait, transformée. Le son rebondissait sur la pierre et la caressait comme une main invisible. Chaque vibration pénétrait sa peau, descendait jusqu'à son ventre, remontait dans sa nuque puis se dissolvait dans l'air. Elle s'assit, ferma les yeux, laissa les mots circuler sans les retenir. C'était comme respirer autrement, à travers la matière même du monde. Ce retour lui prouva qu'elle n'était pas séparée du vivant, mais simplement devenue son instrument le plus pur. Dans la montagne, Écho découvre la loi de la réciprocité. Tout ce qui est dit revient d'une manière ou d'une autre. Le monde ne se contente pas d'entendre, il répond. Ce que nous émettons s'imprime dans la matière, circule, se transforme et revient vers nous sous une autre forme. Ainsi la caverne devient une image de la conscience universelle, un lieu qui reçoit et redonne, jamais identique, toujours fidèle. Les jours passèrent, semblables à des respirations longues. Écho resta dans sa caverne, écoutant le vent entrer et sortir comme un visiteur familier. Parfois elle murmurait quelques mots, espérant qu'une voix nouvelle lui réponde, mais seule sa propre réplique revenait, adoucie, presque tendre.
Les saisons glissèrent ainsi, et le monde continua sans elle, dans une lenteur qu'elle apprenait à aimer. L'attente devint sa compagne, non pas celle de l'impatience, mais celle du pressentiment, comme si quelque chose, quelque part, finirait par l'appeler à nouveau. Dans cette immobilité, elle sentit son cœur battre à la mesure du vent. Chaque souffle du monde devenait un signal, chaque silence une promesse. Elle découvrit la tension subtile entre l'absence et le désir. Attendre non pour recevoir, mais pour sentir. Ses sens s'affinèrent, son corps devint plus poreux. Elle perçut le passage des animaux, la chute d'une feuille, le craquement d'une pierre chauffée par le soleil. L'attente n'était plus un vide, mais une écoute dilatée. Elle comprit qu'en renonçant à parler, elle ouvrait en elle un espace pour que le monde s'y dépose. L'attente est l'école de l'écoute. Dans ce suspens, tout devient signe, tout prend sens. Ce que la hâte ignore, la patience le révèle. Attendre, c'est déjà s'accorder au rythme de l'univers. L'écoute véritable n'est pas une réaction mais présence. Un matin clair, le vent porta jusqu'à la caverne des pas inconnus. Écho s'approcha du seuil, prudente, et vit un jeune homme descendre la pente, suivi d'une lumière qu'il semblait appeler sans la voir. Sa beauté était telle qu'elle troubla les oiseaux. Le silence même parut s'incliner. Il avançait lentement, attentif au bruit de ses pas, comme s'il cherchait quelque chose que lui seul pouvait reconnaître. Écho, caché derrière un rocher, sentit le monde se concentrer autour de lui. Tout respirait à son rythme, tout s'accordait à sa présence. Elle sentit la chaleur du soleil se mêler à celle de son propre corps. Ses mains tremblaient, non pas de peur, mais d'une émotion ancienne, celle qu'on éprouve quand le monde se remet à parler. Le visage du jeune homme éveillait en elle un souvenir de lumière, un écho intérieur d'avant la malédiction. Son cœur, qu'elle croyait assoupi, reprenait un rythme clair. Tout son être vibrait d'un appel muet, celui du vivant qui reconnaît en l'autre la part qu'il a perdue. Elle ne savait pas encore si c'était de l'amour ou de la mémoire, seulement une reconnaissance profonde. En lui, elle perçoit l'image du monde qui se contemple. En elle, il sent le monde, le son du monde qui se répond. Leur approche marque l'instant où l'univers tente de réunir ces deux forces séparées. La beauté de Narcisse n'est pas vanité, elle est un miroir offert à la voix. Le jeune homme s'arrêta près du ruisseau, tendant l'oreille vers un bruissement léger. Il crut entendre une présence et lança d'une voix claire. « Y a-t-il quelqu'un ici ?» Caché derrière les arbres, Écho sentit le mot s'envoler vers elle, et son corps tout entier vibra. Sans réfléchir, elle répondit, fidèle à son sort, « Ici !»
Le mot, revenu dans l'air, le fit tressaillir. Il leva la tête, scrutant la forêt d'où venait sa propre voix, et dans ce moment suspendu, le monde lui-même se suspendit. Quand elle répéta son mot, Écho sentit la chaleur d'un feu oublié se raviver dans sa gorge. Ce n'était pas un mensonge, ni une imitation, c'était un élan d'existence, une réponse instinctive à l'appel du vivant. Sa voix, rendue à la vie par la voix d'un autre, vibra dans la vallée comme un fil d'or tendu entre deux âmes. Elle sut, sans le penser, qu'elle n'était plus seule. Dans ce simple mot, elle avait retrouvé un lien avec le monde, un battement d'unisson, une trace de sa liberté ancienne. Le mot d'un autre était devenu son souffle. Ce premier mot échangé lui révèle le mystère du langage. Écho ressent au fond d'elle-même que, pour la première fois, elle ne copie pas, elle amplifie, elle offre au mot sa résonance, sa seconde vie. Narcisse recula, le visage traversé d'éclats de peur et d'orgueil mêlés, car il ne comprenait pas cette voix qui lui répondait sans qu'il puisse voir une bouche s'animer ou un visage le regarder. Alors Écho s'avança encore, les bras tendus vers lui, son corps vibrant d'une tendresse muette. Mais il détourna les yeux, fuyant la forêt, fuyant l'invisible. Elle resta là, immobile parmi les troncs, les dernières feuilles tombaient autour d'elle, comme des fragments de mots qu'aucune phrase n'avait su retenir. Puis plus rien, sinon le vent. Le refus de Narcisse la frappa comme un écho inversé, un vide qui résonne au milieu d'un vide. Une chaleur douloureuse monta dans sa poitrine, puis retomba, froide et claire. Elle sentit que son désir de parler n'était plus pour être entendu, mais pour se souvenir qu'elle existe. Son souffle devint lent, presque transparent. Elle comprit qu'aimer, c'était parfois regarder s'éloigner ce qu'on cherchait à rejoindre. Dans la lumière tremblée du soir, elle se sentit à la fois brisée et comme agrandie. Le silence devint son seul témoin, son dernier interlocuteur fidèle. Mais c'est peut-être là que naît la véritable profondeur du lien, car ce qu'on offre sans retour se dépose dans le monde comme une graine invisible. Le don sans attente, la parole offerte à plus vaste que soi. Narcisse disparut entre les arbres, laissant derrière lui un éclat de lumière et le bruit léger de ses pas sur les feuilles mortes. Écho resta figé un instant, la main tendue vers le vide qu'il avait laissé, puis lentement elle recula, cherchant un abri, loin du lieu de sa honte. La forêt l'enveloppa comme une mer sombre. Les branches refermèrent leurs bras sur elle, et la vallée reprit son souffle. Au loin, on entendait encore un murmure, celle d'une voix qui répétait son dernier mot, trace obstinée d'un amour sans témoin. Elle ne courait pas vraiment,
Elle s'effaçait, à chacun de ses pas, quelque chose d'elle se détachait. La chaleur de sa peau, la clarté de son regard, la densité de son souffle. Elle avait l'impression que la terre l'avalait doucement, comme pour la protéger. Le monde semblait vouloir la bercer dans son oubli. Pourtant, au cœur de cette fuite, il y avait une paix étrange, car elle ne cherchait plus à être entendue, seulement à disparaître dans le calme des choses. Le silence la serrait contre lui comme une mère, et elle découvrait la douceur de n'être presque plus rien. Se retirer du regard du monde, c'est parfois la seule façon de renaître à l'intérieur de lui. Dans tout départ, il y a un consentement secret, celui de laisser les choses poursuivre leur cours sans nous. L'ombre que laisse un être devient le lieu d'une mémoire. Écho quitte le drame humain pour entrer dans la respiration du monde. Les jours se mirent à passer sans contour, tissés de brumes et de souvenirs. Écho errait dans la montagne, répétant parfois les mots de Narcisse pour les entendre une dernière fois. Sa voix flottait dans l'air, reprise par les pierres, prolongée par le vent. À chaque écho, elle croyait sentir sa présence revenir un instant comme une ombre de lumière au bord des arbres. Mais le monde ne faisait que lui renvoyer son propre souffle, vidé de sens et de chair. Elle comprit que le manque avait son propre rythme, un battement d'attente dans le cœur des vallées. Le souvenir de Narcisse vibrait encore dans sa poitrine, mais il n'était plus douleur, plutôt un murmure qui la traversait. Le manque devint une matière fine, presque douce, un voile qui la liait au monde. Quand elle fermait les yeux, elle sentait son souffle se mêler à celui du vent. Les mots anciens prenaient la texture d'un rêve. Elle découvrit que l'absence pouvait être habitée, qu'elle avait son propre parfum, son propre poids. Ce qu'elle aimait n'était plus l'autre, mais la vibration qu'il avait laissée en elle, un accord invisible et infiniment fidèle. Ce qui s'éloigne ne disparaît pas, cela se diffuse, s'inscrit dans la mémoire du monde. Ce qui ne répond plus nous parle autrement, à travers la lumière, le vent, la répétition. Le silence, parfois, est la forme la plus fidèle de la parole. Les saisons changèrent et personne ne revit plus Écho. Ceux qui traversaient la montagne disaient sentir une présence légère comme une buée au-dessus des pierres. Son corps s'amincissait jour après jour, absorbé par la lumière. Ses pas ne laissaient plus de traces et sa chevelure se mêlait au vent. On ne savait plus s'il restait d'elle une nymphe, une ombre ou une vapeur de son. Un matin, au lever du soleil,
la brume se fit si dense que la montagne sembla respirer. Alors, pour la première fois, la vallée répéta seule un mot d'amour. Elle sentit que son corps devenait plus léger, presque transparent. Les contours de ses bras, de ses doigts, s'effaçaient dans la lumière comme des lignes d'eau. Ce n'était pas la mort qu'elle éprouvait, mais une dilatation, une ouverture. Tout ce qu'elle avait contenu, ses peurs, ses désirs, ses souvenirs, tout se dispersait dans l'air, doucement. Elle percevait encore le battement de son cœur, mais il semblait venir d'ailleurs, des pierres, des arbres, des rivières. Et pour la première fois, elle ne se sentit plus enfermée dans sa forme, elle appartenait à l'espace qu'elle habitait. Quand son corps se fut dissous dans la lumière, il resta d'écho un souffle tiède, invisible. Ce souffle glissa sur les rochers, s'infiltra dans les vallées, effleura la surface des eaux. Les bergers, entendant parfois leurs propres mots leur revenir, crurent à un esprit bienveillant qui vivait dans les montagnes. Parfois, à l'aube, une voix répondait aux appels des voyageurs, si juste, si semblable à la leur, qu'ils en frissonnaient. La rumeur se répandit, la nymphe n'était pas morte, elle parlait encore, partout où la voix trouvait un lieu pour renaître. Elle sentit sa conscience s'élargir comme une flamme qu'aucun vent ne peut éteindre. Son être n'avait plus de centre, plus de limite. Elle traversait les pierres, entrait dans les feuillages, glissait sur les sources. Chaque son la traversait, chaque vibration la nourrissait. Elle n'émettait plus de mots, elle les devenait. Là où une voix humaine naissait, elle se reconnaissait dans la résonance. Il n'y avait plus de séparation entre ce qu'elle entendait et ce qu'elle était. Dans cette vastitude, elle éprouva une joie simple, celle d'exister partout sans appartenir à personne. Les voyageurs qui traversaient la montagne parlaient désormais d'un miracle. Quand ils criaient dans la vallée, leurs mots revenaient, adoucis, presque chantants. Certains y entendaient la voix d'une femme, d'autres un souffle familier. Les bergers apprirent à saluer la montagne avant de s'y aventurer, murmurant quelques mots qu'ils savaient être rendus. Ainsi, le lieu prit le nom de montagne des voix. On venait de loin pour entendre sa réponse, et dans chaque écho, les anciens reconnaissaient le timbre d'Écho, la nymphe, qui jadis avait appris à écouter jusqu'à disparaître. Écho ressentait les voix humaines comme autant de caresses de lumière. Chaque mot qui naissait dans la vallée éveillait en elle un frisson doux semblable à celui d'une corde qui vibre longtemps
après qu'on l'a pincée. Elle n'était plus seule à travers le langage des hommes. Elle participait de nouveau à la vie, les rires, les appels, les chants résonnaient dans la pierre, emplissant son être d'une chaleur nouvelle. Parfois, une phrase simple, murmurée par un enfant, la faisait trembler de joie. Elle se souvenait alors de ce que parler voulait dire, répondre à la beauté du monde. La montagne des voix devient symbole de la mémoire du monde. Tous sont émis, s'y inscrits. Tout cri trouve réponse. Ce lieu montre que la nature n'est pas muette. Elle garde, elle restitue, elle partage. C'est la loi de résonance universelle. Chaque parole prononcée survit à son auteur et s'ajoute à la musique du vivant. Le monde se souvient non pas des visages, mais de la vibration. Dans chaque vallée où un mot revient, c'est la preuve que rien ne se perd, tout dialogue. Les siècles passèrent et la montagne devint mémoire. Les peuples changèrent, les langues aussi, mais la vallée continuait de répondre aux voix. Même quand plus personne ne se souvenait du nom d'Écho, sa présence restait perceptible, légère mais obstinée. Les chasseurs, les poètes, les enfants qui criaient dans les forêts recevaient toujours la même réponse, la leur, mais transfigurée. Le monde conservait sa trace, non sous la forme de pierre ou de chair, mais de vibration. Ainsi, dans la musique des vallées, dans le murmure des vents, survivait l'histoire d'une voix devenue éternelle. Écho sentait le temps passer comme une lente marée. Elle percevait les changements de langue, les respirations nouvelles, les accents venus d'ailleurs. Chaque génération ajoutait une nuance à sa mélodie. Parfois, elle distinguait une prière, un rire, un cri de joie. Autant de fragments humains mêlés à sa propre essence. Cela ne l'attristait pas. Elle se savait gardienne d'une mémoire vivante. Plus les siècles s'éloignaient, plus elle devenait vaste, poreuse, transparente. Elle n'était plus une nymphe, mais la peau sonore du monde, celle qui se souvient de tout sans rien retenir. La mémoire du monde, non pas dans la pierre, mais dans le souffle. Chaque mot, chaque geste, chaque souffle, contribuant à la texture du présent. L'univers se souvenait non par accumulation, mais par circulation. En devenant mémoire, elle devenait celle qui sait tout ce qui a été dit et permet à cela d'exister toujours et encore quelque part sous une autre lumière. Un matin d'orage, la vallée se souleva sous la force du vent.
Les arbres ployaient, les torrents se gonflaient, les voix humaines s'éteignaient sous le tumulte. Mais au cœur de cette fureur, un son léger persista, celui d'un souffle qui semblait chanter entre les rafales. Écho s'y glissa, comme aspirée par le mouvement du ciel. Elle se détacha des parois, s'éleva pour se mêler aux nuages. Depuis ce jour, on dit que sa voix voyage avec les tempêtes, effleurant les mers, traversant les continents. Elle n'habite plus un lieu, mais tout ce qui bouge et respire. Écho sentit la puissance du vent la pénétrer, la soulever, la dissoudre. Elle n'avait plus de poids, plus d'ancrage, seulement une vitesse, une joie, une expansion. Chaque rafale la portait plus loin, chaque bourrasque ouvrait un nouveau passage. Elle traversait les nuages, les forêts, les mers, découvrant que la liberté n'était pas dans la stabilité, mais dans le flux. Sa conscience, désormais sans frontières, vibrait au rythme de l'univers. Dans le tumulte, elle percevait l'harmonie cachée, l'harmonie du souffle unique qui relie toutes les choses vivantes. Le vent, en accueillant Écho, devenait métaphore de l'esprit en mouvement. Rien ne lui appartient et pourtant tout passe par lui. Il relie les mondes, efface les distances, répand les voix sans jamais les retenir. La liberté véritable n'est pas fixité, mais circulation. Écho devenu vent et la conscience universelle de l'impermanence. Tout ce qui existe parle à travers le vent, et tout vent, quelque part, garde le souvenir d'une voix humaine. En suivant les vents, Écho apprit à écouter la terre d'en haut. Elle entendait les voix humaines se mêler au son de la nature, le cri des enfants, le fer des forges, le souffle des océans. Tout semblait relié par une même trame invisible. À mesure qu'elle avançait, elle comprit que chaque son, même le plus infime, se reflétait quelque part. Les montagnes répondant aux mers, les forêts aux plaines, les pierres aux étoiles. C'est le monde tout entier qui vibrait comme un immense instrument dont elle était devenue la mémoire mouvante et le souffle secret. Elle sentit en elle un changement profond. Elle n'écoutait plus seulement, elle percevait. Les sons avaient des formes, des couleurs, parfois des parfums. Un battement d'ailes devenait éclat doré. Un rire prenait la douceur d'une onde bleue. Tout ce qu'elle entendait lui traversait le corps avec une précision nouvelle. Elle se découvrit miroir vivant du monde sonore, surface transparente où tout venait se réfléchir.
plus elle s'effaçait et plus elle comprenait. Ce n'était plus l'écho d'une seule voix, c'était la conscience du chant universel, celui du monde qui s'entend lui-même. Le miroir du son révèle que tout ce qui existe porte en soi une vibration et que cette vibration est mémoire. Rien n'est muet, ni même inutile. Même le silence est plein d'échos endormis. Chaque existence, chaque souffle, chaque mouvement est une note dans une symphonie infinie. Être vivant, c'est participer à ce concert sans fin. Dans les vallées paisibles, les amants commencèrent à remarquer un phénomène étrange. Quand l'un appelait l'autre, sa voix lui revenait plus douce, plus lente, chargée d'une émotion qu'il ne reconnaissait pas comme sienne. Certains y entendaient une bénédiction, d'autres une promesse. On disait qu'Écho passait près d'eux, invisible, redonnant aux mots d'amour leur pureté première. Elle apprenait aux humains à parler moins fort, à écouter plus longtemps. Là où deux cœurs se répondaient, sa présence s'insinuait entre les voix, tissant un fil secret entre le souffle des uns et celui des autres. Écho ressentait les voix amoureuses comme une lumière tiède, un courant chaud qui remontait jusqu'à elle. Chaque mot doux, chaque promesse murmurée lui rappelait ce qu'elle avait autrefois perdu et pourtant compris. Leur rire l'effleurait comme un parfum familier. Leur silence vibrait d'une paix qu'elle reconnaissait. Elle ne souffrait plus de ne pas être vue à travers eux, car elle revivait. Dans chaque serment, elle déposait une nuance de tendresse. Dans chaque adieu, une note d'apaisement. Elle devenait la gardienne du fragile équilibre entre l'appel et la réponse, entre l'amour et sa résonance. Les amants, sans le savoir, rejouent cette histoire, celle d'une voix qui cherche à rejoindre, à se fondre dans une autre. Écho incarne cette sagesse. Elle veille sur les voix qui répondent avec douceur, afin que le monde demeure traversé de liens et non d'échos vides. L'amour devient ici un principe cosmique, un acte de continuité. Ce que deux êtres se disent s'ajoute à la respiration du vivant. Les voyageurs apprirent au fil des générations à écouter avant de parler. Dans les montagnes, dans les forêts, même au bord des mers, on vit des hommes et des femmes murmurer quelques mots, puis attendre leur retour. Chaque écho leur revenait différent, adouci par le passage à travers la matière. Ils y lisaient un signe, un conseil, une réponse du monde. Certains en firent un rite, celui de ne jamais quitter un lieu
sans lui adresser un mot. Ainsi, Écho devint l'intermédiaire invisible entre la parole humaine et la sagesse de la terre. Écho sentait dans ses murmures une paix qu'elle n'avait jamais connue de son vivant. Les voix humaines n'étaient plus arrogantes ni bruyantes, elles vibraient avec précaution, comme si chaque mot risquait de blesser la pierre. Elle percevait la gratitude des hommes dans la douceur de leur son. Chaque souffle adressé au monde lui paraissait un hommage discret à sa propre histoire. Elle se sentait reliée, aimée, présente sans être invoquée. Le langage redevenait un chant d'alliance. En elle, la douleur ancienne s'apaisa définitivement. Elle comprit que les humains avaient appris à écouter. La parole devient alors non pas un instrument de conquête, mais un acte de communion. Le Verbe conscient recrée l'équilibre perdu entre l'humain et la nature. Dans le cycle du dire et du retour, tout s'accorde. Le bruit redevient musique, le silence devient sens. Jadis condamné à répéter, Écho voit sa malédiction transformée en leçon universelle, celle de la parole accordée aux vivants. Un matin clair, au détour d'un vallon baigné de rosée, Écho croisa le reflet de Narcisse, devenu fleur. Sa tige fine oscillait doucement sur l'eau et le vent transportait autour d'elle un parfum discret. En le voyant, elle sentit le monde s'immobiliser comme s'il reconnaissait l'instant d'un accomplissement. Elle se glissa près de lui, invisible, et sa voix frôla la surface de l'eau. La fleur, sous la caresse du souffle, se pencha légèrement. Rien ne fut dit, rien ne fut brisé. Pourtant, dans cet infime mouvement, l'histoire entière sembla trouver sa forme achevée. Dans la présence muette de la fleur, Écho sentit se dissoudre toute douleur ancienne. Son souffle enveloppa le parfum du narcisse comme un voile de lumière. Elle perçut la continuité entre eux. Plus d'amour, plus de perte, seulement la vibration tranquille de deux présences réunies par le même souvenir. L'eau reflétait ce qu'ils étaient devenus, deux formes légères d'un même éclat. Elle comprit que leur séparation n'avait jamais été qu'une étape, un apprentissage du miroir. En le frôlant, elle retrouva son propre centre, non plus dans le désir, mais dans la paix. L'union d'Écho et de Narcisse n'est pas un retour à l'amour terrestre, mais la reconnaissance du lien profond entre regard et voix, image et vibration. Ce que l'un reflète, l'autre
prolongent, et ensemble ils forment le cycle complet de la conscience. La rencontre ultime ne se fait pas dans la chair, mais dans la résonance. Aimer, c'est apprendre à se fondre dans ce qui nous échappe. Écho et Narcisse deviennent ainsi deux aspects d'une même vérité, celle de l'unité retrouvée entre le visible et l'invisible, entre le dire et le voir. Depuis ce jour, les montagnes, les plaines et les mers gardèrent la voix d'Écho. Partout où un cri s'élève, une parole lui répond. Les enfants jouent à l'appeler, les voyageurs lui confient leurs secrets, les poètes lui parlent comme à une sœur invisible. On dit qu'elle ne dort jamais, qu'elle traverse le monde sous la forme d'un souffle discret, fidèle au son qu'elle recueille. Nul ne la voit, mais tous l'entendent. Et dans chaque mot qui revient, il reste un peu de sa tendresse ancienne, un peu de cette attention que seul le silence sait offrir. Écho ne ressent plus le temps, mais seulement la continuité du monde. Elle est la respiration des choses, le battement des vallées, la douceur des voix humaines quand elles se répondent sans s'interrompre. Chaque écho qui naît prolonge sa présence, un rire dans une grotte, un appel au bord d'un lac, un mot chuchoté contre une paroi. Elle se reconnaît dans tous ses gestes, multiples et unis, rien ne lui appartient, mais tout l'habite. Son être est devenu transparence et mémoire, la conscience du monde qui s'écoute à travers elle indéfiniment. La trace d'écho n'est pas un souvenir figé, mais un mouvement qui continue. Elle incarne l'idée que rien ne s'efface, que chaque voix, chaque souffle, chaque mot laisse dans le réel une empreinte subtile. Par elle, le mythe devient enseignement. Vivre, c'est raisonner. Parler, c'est prolonger ceux qui nous précèdent. Écho rappelle à l'humanité qu'elle fait partie d'un immense réseau de sons et de silences où tout se répond. Ce que nous disons, le monde le retient. Ce que nous écoutons, il le transforme. Et ainsi, la parole devient éternité. Ainsi s'achève le mythe d'Écho. Merci d'avoir écouté ce conte. Pour celles et ceux qui n'ont pas encore écouté le conte, le mythe de Narcisse, je vous mettrai une petite boîte sur laquelle vous pourrez cliquer pour aller l'écouter. Si cette histoire d'écho vous a touché, si vous y avez entendu quelque chose de familier, une vibration, une présence, peut-être simplement un silence qui vous parle, alors merci. Merci d'avoir pris ce temps, d'avoir partagé cet instant d'écoute avec moi. À toutes celles et ceux qui suivent les légendes de Monsieur Lee depuis le début,
Merci du fond du cœur. Votre fidélité, vos mots, vos partages, vos messages, tout cela nourrit profondément cette aventure. Et bienvenue aussi à celles et ceux qui viennent tout juste de découvrir la chaîne. Ici, chaque semaine, on prend le temps pour ralentir, pour rêver, pour voyager depuis chez soi, ou même peut-être depuis un train, pour ceux et celles qui m'écoutent en voyage. À travers ces contes, je vous emmène dans des histoires venues du monde entier, d'autres contrées, d'autres cultures. Ce sont tous des mythes, des légendes ou des histoires originales que j'écris de toutes pièces, bien sûr en faisant un travail de recherche. Mais voilà, ce sont des mots que j'écris avec ma plume, avec mon cœur. Justement, j'ai envie de vous parler d'un projet un peu particulier. Pour le mois de décembre, j'aimerais vous proposer un calendrier de l'Avent, un conte chaque jour pendant tout le mois de décembre. Ce seront des contes plus courts, pensés pour être écoutés en famille, avant de dormir ou au petit matin ou pendant les vacances. Des histoires douces, poétiques, parfois drôles, parfois mystérieuses. En tout cas, des histoires pour remettre un peu de magie dans ce mois de décembre, qui est quand même placé sous le signe de la féerie. J'aime plutôt l'idée que ces contes puissent être partagés avec vos enfants, vos petits-enfants, ou les petits bambins qui gravitent autour de vous, euh, pour que, pourquoi pas, qu'ils puissent devenir un rituel quotidien, un moment de pause au cœur de l'hiver, pour vous accompagner petit à petit dans le cheminement vers la fin de l'année. Bien sûr, les grands contes du dimanche continueront comme d'habitude, chaque dimanche soir à 19h. Voilà notre voyage habituel, plus long, pour celles et ceux qui aiment s'installer et se laisser remporter. S'il vous plaît, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce projet, si l'idée d'un conte par jour en décembre vous plairait, et si vous aimeriez qu'on le fasse ensemble dès cette année. En attendant, prenez soin de vous, au plaisir de vous lire. Prenez soin aussi d'écouter tout ce qui vit autour de vous, tout ce qui vibre autour de vous. Et je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 19h pour un nouveau conte. À bientôt.